Bien, ben nous revoilà. Donc nous pouvons reprendre cette deuxième séance, deuxième et dernière séance des non-journées d'études sur De Gaulle et les décolonisations. Je vais tout de suite et sans tarder donner la parole au président des sciences, M. Jean-Louis Oliver, secrétaire général de l'Académie des Lots et membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Monsieur Oliver, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous que je n'ai pas encore salué ce matin. Et donc, comme tous, félicitations, grandes félicitations à Monica et à Noémie pour l'organisation et le succès de ces 2 journées d'études internationales, particulièrement intéressantes, malgré un contexte difficile, hein, évidemment. Merci également de me donner l'honneur et le plaisir à la fois de présider cette dernière session sur le thème « Nouvelles politiques ou nouveaux acteurs ». Cette question comporte 3 intervenants complémentaires, dont le premier est, comme moi, un homme de l'eau, des territoires. Pourquoi évoquer ainsi l'eau douce ou marine en lien avec les territoires et avec les décolonisations? Le fait est que pendant des siècles, et jusqu'aux années 1950, où on s'est déplacé en avion, auparavant, les aventuriers, les explorateurs, les colonisateurs, quels qu'ils soient, où qu'ils aillent, se déplacer en bateau, à rame, à voile, puis à vapeur, d'abord sur la mer et les océans, pénétraient dans les estuaires et dans les deltas des fleuves, qu'ils remontaient en naviguant de l'aval vers l'amont. Et dans ce parcours aquatique, ils découvraient progressivement des territoires inconnus, occupés de longue date, par des civilisations anciennes, installées à travers le bassin hydrographique. C'est là que tous recherchaient, pour leur survie et pour leur développement, la plus précieuse, mais aussi la plus capricieuse des ressources naturelles, à savoir l'eau, très inégalement répartie à travers l'espace et à travers le temps, qu'il faut gérer et se partager de façon interdépendante et solidaire et pacifique. Sans plus tarder, donc, je vais moi-même donner la parole à mon ami Mohamed Diatta, membre comme moi de l'Académie de l'eau, docteur et chercheur en géographie, coordinateur du pôle scientifique au sein du secrétariat exécutif du 9e Forum mondial de l'eau, qui se tiendra à Dakar en mars 2022. Je remercie vivement pour sa disponibilité de loin, mais c'est vraiment un plaisir proportionnel à la distance, vous voyez, donc qui est très grand. Et je lui donne immédiatement la parole, avec 15 minutes, aussi possible, de temps de parole, pour nous présenter donc, le thème prévu, la décolonisation des terroirs aux territoires en Afrique. À vous la parole. Merci, M. Oliver. Mesdames, Messieurs, les organisateurs, distingués invités, chers participants, c'est avec un réel plaisir que moi je participe à ces journées intitulées « Le temps de décolonisation de De Gaulle à nos jours ». Je voulais vous remercier, vous féliciter, les organisateurs, particulièrement une mention très spéciale à mon ami, mon cher Dr Monica Cardullo, pour la qualité de l'organisation et de l'orientation scientifique des journées. J'échange avec vous depuis Dakar. Dakar, actuellement, il fait un très beau temps ensoleillé. Mais Dakar qui va abriter le 9e Forum mondial de l'eau. Donc, c'est une forme de décolonisation. Aujourd'hui, l'Afrique entre dans l'agenda mondial. Comment, aujourd'hui, à partir de ce 9e Forum mondial de l'eau, impulser une dynamique nouvelle pour les objectifs de développement durable, si l'on sait qu'avec la pandémie et toutes les réalités que nous connaissons aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs à l'échelle mondiale. Je voulais vous dire aussi combien je suis sensible à la présence de toutes les éminentes personnalités venues honorer ces journées, une présence qui illustre bien l'engagement de la communauté scientifique sur la nécessité de revisiter le parcours d'un homme, De Gaulle, dont les hauts faits d'armes et l'action politique vont marquer à jamais le destin d'innombrables territoires partout à travers le monde, notamment en Afrique. Je mesure donc pleinement l'opportunité et la pertinence de notre rencontre. C'est pourquoi
je me sens particulièrement honoré de votre invitation à m'adresser à la deuxième table ronde de cette journée, intitulée « Nouvelle politique ou nouvelle maille d'action ». Alors, le titre de ma communication et de ma contribution qui porte sur la décolonisation des terroirs aux territoires en Afrique nous offre, pour ainsi dire, l'opportunité de jeter à la fois un regard rétrospectif et à la fois contemporain également sur les mutations et les formes de recomposition spatio-temporelle à l'œuvre, particulièrement dans les espaces ruraux d'Afrique, à travers un focus particulier sur le cas du Sénégal, parce que finalement, vous conviendrez avec moi que le cas du Sénégal est assez illustratif de ce qui peut être, de ce qui peut se passer dans l'ensemble de l'Afrique occidentale française. Et apparemment, nous avons les mêmes formes de dynamique, même si les réalités socio-spatiales sont assez différentes. À partir d'une lecture géohistorique, cette communication tentera de démontrer en utilisant des outils de la nouvelle géographie, comment les territoires actuels apparaissent comme le produit des crises et de la résilience des territoires. Je rappelle que cette nouvelle géographie s'appuie particulièrement sur 3 piliers, la modélisation, la systémique et l'analyse spatiale. Donc, vous voyez que, en tant que géographe, je vais utiliser les fondements de ma discipline pour essayer d'avoir une lecture assez spécifique de ce qu'on peut lire de cette dynamique. Et j'utilise les notions ou les concepts de terroir et de territoire, avec des nuances particulières, pour rendre perceptible l'évolution des nouvelles politiques à la quête de nouvelles mailles d'action, plus à même de répondre aux enjeux et défis de la décolonisation à l'échelle locale. Alors, mon intervention s'articulera ainsi sur 3 points. Le premier point, je passerai rapidement sur l'Afrique, comment l'Afrique peut être perçue comme un territoire ressources organisé en terroir. Le deuxième point portera sur la décolonisation. J'essaierai de voir quelles sont les fractures, les permanences et les formes de recomposition qu'on peut observer à l'échelle de ces territoires. Et le dernier point, c'est vers de nouvelles formes de territorialité. Entre mondialisation et ancrage dans le local, nous verrons que ces territoires aujourd'hui ont cette soif d'ouverture et ces ouvertures également ont des implications assez particulières. Donc, en ce qui concerne le premier point, l'Afrique, un territoire ressources organisées en terroir, il faut dire que dans les concepts de la géographie coloniale, la notion de terroir, de territoire était déjà très utilisée. Il pouvait s'appréhender comme un espace socio-culturel singulier par son climat, ses ressources, son peuplement. Par exemple, les territoires d'outre-mer de l'Afrique occidentale pour désigner les espaces sous l'influence française. Alors, la vocation des territoires d'outre-mer d'Afrique était essentiellement la fourniture de matières premières à la métropole, avec notamment l'émergence de terroirs agricoles. Il est important, dès lors, de souligner que la géographie en tant que discipline a été très présente dans la conquête des territoires. Depuis l'acte fondateur de la géographie coloniale, à travers un mouvement animé par Marcel Dubois autour de 1893, une colonisation efficace passe par une solide connaissance géographique. L'atout de la géographie, c'est la connaissance fine des territoires, la capacité à étudier le monde colonial dans ses infimes nuances. Il propose donc de considérer la géographie comme un ensemble de connaissances sur les potentialités de la planète dans une perspective de mise en valeur. De ce fait, avec la Constitution du 5 octobre 1958, qui consacre la communauté franco-africaine, De Gaulle donne un rôle de troisième voie économique à un État planificateur en France et modernisateur de l'industrie. Cela aura des répercussions en Afrique avec notamment l'émergence d'une expression de précaré qui vient donner un nouvel élan dans la mise en œuvre des plans successifs de cartographie des ressources naturelles, qui sera à la base de la configuration des territoires d'avant l'indépendance. Cet objectif sera à l'origine également de la régionalisation des pratiques de production agricole, avec l'exploitation du café et du cacao dans les pays forestiers comme la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le coton dans les limites actuelles
du Mali et du Burkina Faso et de l'arachide au Sénégal. Mon deuxième point, c'est comment aujourd'hui cette décolonisation va créer des permanences et des fractures sur le plan et des recompositions sur le plan territorial. On peut noter qu'avec la décolonisation, le casse-tête territorial légué par la colonisation va poser des contraintes, notamment pour l'aménagement des territoires indépendants. Ces territoires qui se construisent sur les reliques, voire les vestiges de la colonisation, sont mal articulés par rapport aux orientations nouvelles des États indépendants. Dès lors, les premières formes d'aménagement qui vont émerger seront basées sur des techniques d'encadrement que Pierre Gouroux fait. Pierre Gouroux, c'est un éminent géographe français, défini comme correspondant aux besoins sociaux, économiques, politiques et sociétaux d'un groupe humain lorsqu'il se sédentarise. Et alors, ces nouvelles formes d'aménagement seront donc accompagnées par une politique d'inspiration socialiste dans la majeure partie des pays indépendants, notamment au Sénégal. Ainsi, 60 ans après les indépendances, l'industrialisation tant attendue n'aura finalement pas eu lieu, parce que tout simplement les planifications d'alors n'ont pas permis d'aboutir à cette industrialisation, et que ce qu'on peut retenir, c'est que l'héritage agricole colonial continue, déstructurant les paysanneries traditionnelles, socle de la productivité des territoires. Ainsi, l'apport de la géographie africaniste de Paul Pellissier autour des années 1960, après les indépendances 66, va aider à mieux comprendre les dynamiques des territoires ruraux. Ces études vont constituer le socle sur lequel les planifications publiques d'après indépendance vont s'articuler pour bâtir des politiques de développement rural articulées autour de zones agroécologiques à mettre en valeur. Et donc, ici, on va commencer à voir qu'aujourd'hui, face à la récurrence de certains aléas, notamment la sécheresse des années 1970, marquée par une crise sahélienne assez ardue, suivie par des ajustements structurels qui vont déstructurer les économies, cela va provoquer une forme de résilience particulière des populations qui vont se regrouper autour de ressources foncières, autour de ressources hydriques et hydrauliques pour développer des stratégies d'adaptation au changement, notamment dans les espaces ruraux et périurbains. Dès lors, des requalifications à l'échelle des terroirs s'opèrent progressivement. Les terroirs villageois se voient substitués par le territoire qui émerge comme une alternative socio-spatiale de résolution des problèmes de la communauté. Le temps des terroirs a vécu, vive l'ère des territoires, disaient Antome et Giraud en 2005. Mais il faut retenir que cette territorialisation des politiques publiques en cours va répondre à deux défis majeurs à l'échelle locale: la lutte contre la pauvreté pour la maîtrise des ressources et l'affirmation des collectivités territoriales comme de véritables acteurs et lieux de développement socio-économique à travers la participation citoyenne, la promotion de la démocratie locale et le développement durable. Ce sera le temps de l'incursion d'acteurs externes. La naissance d'une société civile locale jusqu'ici étouffée par le poids de la tradition. L'État qui assurait le maintien de la vie rurale se retire progressivement, laissant la place aux organisations sociales de base, au secteur privé et aux ONG. Les collectivités locales prennent le relais de l'État et vont s'affirmer progressivement comme les promoteurs de développement socio-économique à l'échelle locale. Donc, le passage ici des terroirs au territoire découle de l'évolution des pratiques et des formes d'appropriation des processus de développement social par les acteurs locaux. Nous allons assister alors à l'émergence de nouvelles territorialités qui vont s'ancrer entre une mondialisation, entre l'entrée des territoires ruraux et africains dans la mondialisation et un ancrage véritablement dans le local à travers toutes les ambitions de développement qu'on peut retenir. Diverses formes de territorialité vont émerger. Ce tournant va marquer le début de la territorialisation des politiques publiques qui jadis avaient du mal à mettre en pratique et à consolider la vision des pouvoirs publics à l'échelle locale. Les crises multiformes ont sans doute eu raison des stratégies localisées des terroirs devenues fragiles dans un contexte de globalisation, d'ouverture des économies, où les politiques nationales sont en recomposition permanente. Le territoire apparaît ainsi comme le cadre privilégié dans lequel s'opèrent les innovations sociales, techniques, institutionnelles, organisationnelles, mais aussi le cadre de publicisation et de refondation des politiques étatiques
adressées aux collectivités locales. Au Sénégal, il faut retenir que la loi sur la décentralisation a propulsé un élan de développement local en conférant aux collectivités locales des compétences afin d'améliorer les prestations locales au service de base. Mais cette décentralisation a aussi une histoire. Avant les indépendances, nous avions ce qu'on peut appeler les 4 communes, Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque, qui étaient des territoires français. À partir de 1966, 6 ans après les indépendances, nous avons des communes de plein exercice qui seront érigées au Sénégal. Dans les années 72, la gestion des premières communautés rurales pour gérer les ressources locales. Les années 90, la création de postes de président de conseil rural pour faire émerger de nouvelles compétences en matière de gestion territoriale. Et en 1996, on va assister au Sénégal à la régionalisation des politiques publiques. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de communalisation intégrale, comme la France, un émiettement des territoires, un millefeuille territorial qui va poser des problèmes de gestion si l'on ne se prépare pas garde. Avec la décentralisation, nous allons considérer que la culture locale devient la nouvelle maille d'action. Une recomposition s'opère nécessairement. Subitement, l'État va devenir un acteur encombrant à l'échelle locale parce que l'État n'aura plus d'action à mener au sens véritable du terme, c'est les collectivités locales qui prennent son relais. La culture locale devient un acteur territorialisé avec la spécification du territoire et l'émergence d'un secteur privé et de structures locales pilotées par des acteurs locaux, accentuant la territorialisation de l'action publique locale. Les territoires entrent dans la mondialisation à travers la coopération décentralisée. Le citoyen devient un acteur spatial. Son rôle dans la construction territoriale et dans la mise en œuvre de la décentralisation devient central. Et donc, en termes d'action et d'intervention des acteurs, nous allons voir que les institutions financières classiques vont s'arrêter à une échelon, à l'échelle pays. La coopération bilatérale va interagir à l'échelle pays et à l'échelle des régions. La coopération décentralisée va concerner les collectivités territoriales, notamment les régions, les communes et les communautés rurales. Et on voit aussi l'émergence de nouveaux acteurs que sont les ONG, les associations de villages basées à l'étranger qui s'organisent autour de projets pour impulser des dynamiques à l'échelle des villages, des quartiers, des ménages. Dès lors, les territoires à l'épreuve de la mondialisation deviennent très dynamiques dans la diplomatie territoriale, dans ce qu'on peut appeler la diplomatie territoriale, pas que moi en a fait un peu illusion, mais cette diplomatie territoriale se fera à travers la coopération décentralisée. Nous verrons que des régions françaises vont entrer en coopération avec des régions sénégalaises et développer des projets notamment autour de l'eau potable, autour de la santé, autour de l'éducation à travers la mise en œuvre de projets concrets sur le terrain. Et la coopération décentralisée entre la France et le Sénégal va entrer dans une phase très dynamique avec une impulsion nouvelle, des financements nouveaux en direction des collectivités locales. Et la coopération devient directement un impulseur de développement territorial à l'échelon des territoires au niveau national. À cela, il faut ajouter l'action des ONG, que je l'ai rappelé tantôt, qui est encore mal encadrée et mal articulée au politique de développement du territoire. Donc, de ce fait, il y a une intelligence de relations territoriales à développer, mais également comment aujourd'hui articuler l'apport de la coopération décentralisée, l'apport de l'influence des ONG autour d'une planification harmonisée à l'échelon des territoires pour bâtir des dynamiques qui puissent répondre également aux objectifs des politiques publiques développées au niveau central. Donc, en guise de conclusion, nous pouvons donc retenir que la décolonisation consacre le passage des terroirs au territoire. Cette évolution sémantique et conceptuelle renseigne aussi sur les bouleversements sociaux, spatiaux, mais surtout sur les changements observés dans les formes de prise de décision et de gouvernance au niveau local et des États. Il est important de retenir que l'ère des terroirs est celle des chefferies,
des conventions locales, celle des formes d'appropriation localisées et de valorisation des ressources par les populations. Tandis que l'ère des territoires, c'est celle des acteurs locaux, de l'inclusion des ONG, du secteur privé, où les pouvoirs traditionnels s'effilochent progressivement, cédant ainsi la place aux initiatives et stratégies locales qui s'approprient des questions relatives au développement social. Globalement, les dynamiques locales sont fortement influencées par le poids des initiatives locales, de celui des politiques publiques et par l'intervention d'acteurs exogènes à travers la mondialisation. Bailleurs de fonds, partenaires bilatéraux et décentralisés et ONG y interviennent, en contribuant significativement à l'amélioration des conditions de vie. La décentralisation en tant que moteur des politiques publiques au Sénégal permet de passer des politiques publiques à l'action publique locale. Ainsi, en consacrant l'autonomie des collectivités et des acteurs locaux, des projets territoriaux émergent autour de l'exploitation des ressources naturelles, particulièrement des mines, l'eau. La volonté des acteurs locaux à générer des économies d'échelle à partir d'exploitation des potentialités des terroirs accentue la dynamique de construction territoriale, matérialisée par l'émergence de structures locales très dynamiques, contrôlant des portions d'espace au travers de leurs décisions. Certainement, cette dynamique accentuée et structurée des terroirs et des territoires permettra de lancer les bases d'une véritable décolonisation des États en quête d'identité et d'indépendance pour devenir des acteurs à part entière de la mondialisation et non en marche. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, cher ami, pour votre présentation très motivée, qui nous donne une bien meilleure connaissance géographique, qui est absolument indispensable et souvent insuffisante d'ailleurs, des réalités concrètes de cet aménagement décentralisé et progressif, comme vous l'avez dit, du territoire, notamment rural, dans une Afrique en pleine évolution. Je vais maintenant donner la parole pour 15 minutes également à Dominique Torisson-Mouret, qui est ingénieur de recherche au CNRS dans le laboratoire de géographie physique et environnementale des universités de Clermont-Auvergne et Limoges, Géolab, et qui va traiter du malentendu coopératif des décolonisateurs aux développeurs, ce qui prolongera d'ailleurs en quelque sorte la communication de François Pacman dans la session précédente. À vous la parole, Dominique. Merci. Alors, les quelques réflexions que je vais vous livrer ici sont issues de travaux que je mène sur les impacts socio-environnementaux des modèles agro-pastoraux qui ont été mis en œuvre au Maghreb et en Afrique subsaharienne pendant et après la colonisation, d'où mon intervention en deux parties égales, où je vais vous parler autant de la colonisation que de la décolonisation. Alors, si la période de la colonisation m'est familière, je me suis appuyée pour la période des développeurs, que je connais moins, sur des recherches en sociologie du développement et en sciences politiques, et notamment celles de Jean-Pierre Chauveau, Catherine Aubertin et Gilbert Rist, et aussi sur les travaux d'un colloque très intéressant qui va être organisé en 2021 à Bruxelles et qui s'appelle « Résistance à l'agenda international du développement en Afrique et au Moyen-Orient ». Alors, initialement, je me suis intéressée à la façon dont le colonisateur français avait interprété l'entraide mutuelle en milieu rural et l'avait réifiée sous forme de société indigène de prévoyance à vocation coopérative. Alors, puis, compte tenu du bilan extrêmement mitigé et même des échecs patents de ces sociétés, j'ai essayé de comprendre comment et pourquoi les gouvernements des indépendances, puis les agents de la culture du développement, ont d'abord conservé peu ou prou ces structures, puis en ont validé les fondements soi-disant coopératifs, les considérant comme des facteurs positifs et attestés de développement agricole. Alors, dans nombre de sources de l'époque coloniale, on justifie la nécessité d'améliorer le système économique encore largement agropastoral, mais aussi les conditions de vie et d'organisation des populations rurales. Je cite, « La société traditionnelle connaît des hiérarchies, des structures, des pratiques, des croyances parfaitement respectables, mais peu conciliables avec des aspirations au développement. Il faut donc lui substituer un système d'économie agricole fondé sur d'autres comportements. Et dans cette optique, l'élevage et l'agriculture vont constituer deux secteurs privilégiés pour l'action de l'administration, celle-ci considérant qu'elle est, je cite encore, seule aux colonies à pouvoir déterminer le sens général de la politique agro-pastorale et à en assurer d'une manière continue et persévérante l'intégrale application. »
Alors, parmi les différents leviers disponibles pour faire évoluer les populations vers une économie donc rurale plus moderne et vers d'autres schémas de pensée, eh bien, le modèle coopératif a paru comme un parfait compromis entre la volonté de transformer sans le bouleverser un système cohérent mais jugé archaïque de production, consommation, relations sociales, etc. Alors, un officier eut l'idée en 1847 en Algérie d'établir des silos de prévoyance pour les tribus sous le contrôle des officiers des bureaux arabes. Des greniers de réserve existaient déjà, mais sous une forme jugée primitive, dont il fallait, selon lui, généraliser et normaliser l'usage. Et afin d'alimenter ces silos, on remplaça l'ancienne contribution volontaire par une taxe de nature variable selon les récoltes. Et c'est ainsi qu'une première société de crédit et de secours fut officialisée sur cette base en 1869. Alors, elle était composée de membres indigènes consentant à verser une cotisation mensuelle. C'est-à-dire que l'œuvre de solidarité telle qu'on venait de la conceptualiser consistait à créer et introduire l'esprit d'association et de mutualité parmi les indigènes et les amener à une sage prévoyance. C'est une citation. Alors, relancée par les militaires en 1874, ces sociétés passèrent sous administration civile, dotées cette fois, je cite, d'une organisation plus réfléchie, fortifiée par un sérieux contrôle. La loi du 14 avril 1893 les reconnaît comme sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels et les place en tant qu'établissement d'utilité publique sous le contrôle étroit de l'administration qui en garantissait l'efficience. Donc, on a des structures d'encadrement à double caractère technique et économique et elles furent rapidement investies de la mission d'intéresser au progrès, je cite, une population agricole vouée à la routine des modes de culture. Alors, très vite, la liberté d'adhésion du début et la contribution en nature disparurent et dans les faits, tous les paysans contribuables étaient désormais supposés devenir membres effectifs de la société indigène de prévoyance dont dépendait leur région et à verser une cotisation indexée sur le montant de leur impôt. C'est-à-dire que ces sociétés présentées comme des associations coopératives par l'administration contredisaient donc dès leurs prémices à peu près tous les grands principes des coopératives, notamment la liberté d'adhésion et la direction par les sociétaires. C'est-à-dire que l'administration s'est ainsi saisie du concept de coopérative en croyant ou en affectant de croire que le caractère communautaire de cette formule trouvait des antécédents dans la société traditionnelle. Alors, il faut signaler cependant qu'au moment où le colonisateur met en place ces structures, l'existence de sociétés coopératives en France n'est officiellement reconnue, et encore de façon indirecte, que depuis la loi du 24 juillet 1867. C'est-à-dire que l'idée coopérative en France est certes ancienne, et la plupart des principes qu'elle a engendrés sont depuis longtemps posés et théorisés, mais elle ne trouvera une vraie identité juridique que par la loi 4 du 10 septembre 1947. Ceci pour dire qu'au moment de son implantation en Algérie, en 1893, cette idée et les pratiques correspondantes sont loin d'avoir des fondements clairs et solides. Il est donc revenu aux sociétés indigènes de prévoyance de réaliser une opération de transsubstantiation, si vous voulez, entre entraide mutuelle et dispositifs coopératifs. Alors, l'idée et sa mise en œuvre vont se répandre au Maghreb, en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, c'est un décret du 29 juillet 1910 qui autorise leur création. Alors, elles sont administrées par un conseil d'administration, présidé par un chef indigène, sous le contrôle de l'administration centrale. Le caractère facultatif de l'adhésion ainsi que le versement volontaire de la cotisation avaient d'abord été conservés comme en Algérie, mais très vite, en 1915, devant le peu de succès des premières sociétés, l'administration décréta que les indigènes cultivateurs n'avaient pas compris, je le cite, qu'ils avaient besoin d'être aidés, alors même qu'ils étaient libres d'adhérer. De fait, le principe de l'obligation d'adhésion s'imposa donc pour tous les indigènes agriculteurs et éleveurs résidant dans une circonscription où une société avait été ou serait créée. Et l'article 3 précisait que les cotisations seraient désormais perçues comme s'il s'agissait de centimes additionnels à l'impôt. Donc, exclusivement réservés aux paysans indigènes, c'était pourtant les administrateurs de cercle qui les dirigeaient. Au Maroc, elles furent créées en 1917 et le même article 3 précisait également que faisaient obligatoirement partie de la société tous les cultivateurs indigènes inscrits au rôle du terre libre. Donc, les CIP se présentaient comme une institution coloniale, publique, coopérative, placée sous la tutelle de l'administration et de l'État, qui ont rédigé les statuts et ont régenté le fonctionnement.
Alors, le bilan contrasté de ces sociétés, dont l'adhésion fut ouvertement considérée par les indigènes comme un impôt obligatoire qui ne disait pas son nom, a été commenté et analysé dans maints articles, thèses, ouvrages. Il en ressort qu'elles étaient devenues de plus en plus bureaucratiques, engendrant de fortes dépenses de fonctionnement et ne profitant pas toujours à priorité à leurs adhérents et se transformant même parfois en véritables appareils d'exploitation sans plus aucun programme social ni d'entraide mutuelle. Alors, ce qui est fascinant, c'est que devant les échecs de ces institutions, on ne va ni les supprimer, ni reconfigurer leur mission, ni déléguer leur gestion à leurs ayants droit. On va d'abord mieux, je cite, les adapter au milieu. Et pour cela, on va les renommer. Alors, au Maghreb en 1936, puis en AOF, où certaines SIP, Sociétés indigènes de prévoyance, deviennent des SAP, Sociétés agricoles de prévoyance. En 1946, où apparaissent les SARS, alors ça, c'est les secteurs d'amélioration rurale qui correspondent à des SIP découpés en secteurs. Au Sénégal, réalisant tout d'un coup qu'il était difficile de mettre en place une politique de production sans une participation volontaire, le pouvoir colonial introduit la coopérative, la vraie cette fois, dans le nouveau paysage associatif qui avait été créé par la transposition de la loi métropolitaine sur les coopératives de 1947. Et c'est ainsi qu'on va créer de nouvelles institutions censées cohabiter avec les SIP, jouant le même rôle mais sans bénéficier des mêmes avantages et encadrements. Et ainsi de suite. En 1952, c'est des secteurs coopératifs qui pilotent, qui sont créés, dirigés par un agent de la SAP, Société agricole de prévoyance, encadrés par des administratifs tous européens et regroupés dans une entente coopérative. Tout ça va se transformer en SMPR, Société mutuelle de production rurale, puis en 1956 par décret en SMDR, Société mutuelle de développement rural, etc. J'en arrive aux indépendances et à la décolonisation. Alors, après les indépendances et contre toute attente, les États postcoloniaux vont adopter la politique coopérative coloniale comme un facteur positif de développement agricole et de changement social en milieu rural. C'est-à-dire que l'ingénierie sociopolitique déployée après la colonisation en matière agropastorale va encore reposer sur la même interprétation de la façon d'être collective du paysan africain, voilà. Aussi bien par les régimes de gouvernement mis en place, qu'ils soient despotiques ou libéraux, que par les fonctionnaires, experts et organisations chargés de relayer et d'interpréter sur le terrain le nouveau concept de développement. Je cite, aux indépendances, la crève coopérative parut alors, tout d'un coup, plus facile à opérer et à réussir, dès lors qu'on persévère dans les tentatives de changer le milieu et l'économie rurale traditionnelle, car l'avènement d'une agriculture paysanne ne peut provenir que d'un encadrement et d'une promotion d'une économie de type coopératif. En 1965, on explique même que c'est l'empirisme qui a régné avec les SIP et leurs variantes, empirisme qui a constitué le seul et l'unique problème. On va enfin créer de vraies coopératives et cependant, il faut le reconnaître, tellement peu de succès que la plupart de celles qui portaient un statut juridique officiel de type coopératif n'eurent le plus souvent pas d'activité coopérative réelle, alors que d'autres organisations qui menaient, elles, des activités de type coopératif récusèrent ce terme parce qu'il était trop dévalorisé ou qu'elles voulaient éviter l'emprise des agents d'encadrement de l'État sur elles. Les coopératives furent donc encore une fois instrumentalisées, mais cette fois par les gouvernements post-indépendance, pour atteindre ou des buts économiques, macroéconomiques, souvent politiques, au lieu d'être encouragées en tant qu'organisation d'autopromotion de leurs propres membres. Ce que Catherine Aubertin explique par le fait que dans les post-indépendances, les aspects historiques des situations ont totalement été évacués par les décideurs, sauf pour soi-disant respecter les traditions, et ont fait redécouvrir les préjugés sur lesquels s'étaient appuyés les agents de l'administration pour imposer les SIP. C'est-à-dire que la tradition africaine mal interprétée sert cette fois de support au processus du développement. On se fonde encore sur un référent précolonial qui est la croyance en une entraide communautaire assimilable à un collectivisme inné. Les États post-indépendants eux-mêmes persistent donc à vouloir assurer la promotion de l'homme rural en le transformant en paysan moderne, capable de s'adapter aux exigences du développement. Et de fait, les coopératives qu'on crée alors, même si elles existent bien juridiquement, n'ont aucune réalité de fait et restent encore sous le contrôle de l'État. Par la suite, c'est le modèle participatif qui va devenir le modèle de référence des développeurs et la coopérative paysanne, le type de structure toujours idéal correspondant. Les agriculteurs doivent bien être associés à la définition des objectifs des projets
et doivent participer à la mise en œuvre des moyens adaptés à ces objectifs. Ce qui fait dire à Jean-Pierre Chauveau qu'il semble que nous ayons affaire à une configuration à la fois intellectuelle, culturelle et sociale à peu près constante, avec des effets et des résultats comparables. Et ce qui est constant d'ailleurs, c'est la place occupée par l'administration dans ce nouveau processus. Je donne un exemple. En 1994, dans le guide fait par la FAO pour la gestion appropriée des coopératives de petites exploitations agricoles en AOF, eh bien, l'action de l'administration comme acteur de la modernisation est toujours considérée comme tout à fait nécessaire, soit qu'elle soit en position de responsabilité ou même en position ambiguë de partenaire des puissances financières, industrielles, corporatives et même d'intérêts étrangers. Et quant aux ONG, justement engagées dans le domaine du développement et dont le but est, je cite, de travailler côte à côte avec les populations pauvres afin de renforcer la confiance dans leurs propres forces et de promouvoir leur capacité d'autopromotion, eh bien, leur mission est souvent perçue sur le plan théorique par les populations concernées comme similaire à celle de l'État. Alors, j'en arrive à ma conclusion. On observe donc depuis la période coloniale une grande régularité de discours et d'approche sur ce qu'est l'entraide paysanne et comment on pourrait l'améliorer et la faire fonctionner de façon rentable. Et même si on reconnaît ses mérites, sa rationalité et sa dynamique, on croit et toujours qu'il n'est pas possible de faire l'économie d'une action préventive, correctrice, indispensable, je cite, pour éviter, par exemple, aux agricultures de s'engager dans des voies sans issue à long terme et d'autre part, aux communautés locales d'être soumises à la loi du plus fort. C'est-à-dire qu'il faut toujours une tutelle, qu'elle soit administrative ou experte. Elle est toujours nécessaire, cette tutelle, avant finalement de disparaître, mais là c'est un idéal rarement atteint, et d'être remplacée quand même par un simple pouvoir de contrôle. C'est-à-dire que l'idée coopérative est théoriquement bonne, mais c'est sa mise en œuvre qui est toujours défectueuse, pour des raisons pourtant bien identifiées parce que récurrentes. Alors, je les énumère: mauvaise coordination, superposition d'organismes spécialisés qui se recoupent ou se concurrencent, manque ou abus d'encadrement de moyens et toujours résistance et incompréhension des populations. Quelques mots pour finir. On se demande pourquoi, dans ces conditions, on continue de dépenser tant d'énergie pour identifier toujours les mêmes sources de dysfonctionnement de ces structures participatives et pour tenter de les réformer constamment. Alors, du côté du développement, il est devenu quasiment impossible d'évaluer ses effets réels sur les sociétés rurales, sans parler de réorienter ses missions, celui-ci ayant été érigé en modèle universel nécessairement vertueux. Autrement dit, le développement appartient aujourd'hui au domaine de la croyance et ne saurait être remis en question sans que l'on soupçonne une démarche contre-militante. Il semble par ailleurs que chez tous les acteurs qui se sont succédés, des colonisateurs aux développeurs, on ait persisté dans la vision d'une paysannerie complètement imaginée, idéalement et forcément compatible avec un mode d'autorité légale rationnelle, qu'il soit administratif ou expert. Alors qu'il apparaît que livrées à elles-mêmes, les initiatives paysannes en matière d'association coopérative se révèlent en réalité aussi éloignées de l'organisation légale rationnelle que du soi-disant modèle traditionnel communautaire. Et c'est ce qu'on peut constater dans certaines régions d'Afrique, dans certains territoires, comme vient de le dire M. Diatta, depuis les années 2000, avec un regain d'intérêt des populations pour les associations coopératives. Et au Sénégal, par exemple, où les paysans qui s'y regroupent, même s'ils refusent souvent encore le nom de coopérative, qui signifie pour eux peut-être des organisations encore initiées par l'État, eh bien, ils inventent des nouvelles formes, de nouveaux cadres, par lesquels ils tentent de se prendre en charge seuls et de rester maîtres de leur récolte et du développement de leurs activités agricoles. Et je finirai sur ces mots. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très intéressante rétrospective qui est riche d'enseignements, y compris pour l'époque actuelle. Vous risquez même d'avoir beaucoup de questions de la part des participants à ce sujet. Enfin, je donne maintenant la parole à notre troisième et dernier orateur de cette session, Xavier Oregan, qui est maître de conférence en géographie et géopolitique à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de cette université catholique de Lille, et qui va nous parler du rôle de la Chine dans le processus de décolonisation en Afrique pendant une quinzaine de minutes. À vous la parole. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint, mon document?
Oui, c'est bon. D'accord. Donc, je vais effectivement aborder le rôle de la Chine dans ce processus de décolonisation en Afrique. Et je vous propose deux parties asymétriques. Une première assez brève pour remettre en contexte un petit peu les relations Chine-Afrique, donc sino-africaines après 1949. Et donc, pour commencer, je présente ces chronologies croisées sino-africaines pour rappeler évidemment que ce sont deux acteurs, deux territoires en quelque sorte colonisés par l'Occident. Alors certes, à des périodes et dans des contextes fort différents, mais qui ont ainsi dû, dans certains cas, combattre des forces exogènes, comme parfois d'ailleurs endogènes, pour obtenir ou recouvrer leurs autonomies et indépendances. Alors en rouge, en haut et en bas, figurent les dates qui nous intéressent directement, soit les années post-proclamation de la République populaire de Chine par Mao en 1949, donc d'une part, et puis évidemment le début des indépendances en Afrique, qui commence, comme on le sait, avec la Libye en 1951 dans un contexte conflictuel, notamment pour la France. Au milieu, donc, j'ai placé cette carte de l'ONU qui exprime la situation du monde en 1945, donc quelques années avant la période qui m'intéresse ou qui nous intéresse. La carte est un petit peu trompeuse, puisqu'en bleu, la Chine est figurée comme un membre permanent de l'ONU, mais évidemment via le Kuomintang et non pas le Parti communiste chinois de Mao. Bon, quoi qu'il en soit, ce sont surtout les territoires africains qui interpellent en rouge, soit des territoires indépendants, comme l'indique la légende qu'on ne voit pas très bien. Alors forcément, cette carte rappelle qu'il faut notamment attendre la vague de 60 pour voir ces territoires colonisés accéder à l'indépendance. Et justement, si l'indépendance est souvent perçue comme une finalité pour les populations et encore plus pour certaines élites politiques africaines qui ont été formées en Occident, à Moscou, voire à Pékin, et qui appliquent à leur retour finalement leurs enseignements, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, eh bien l'indépendance n'est pas forcément une finalité pour les puissances qui vont appuyer, qui vont soutenir les MLN, donc les mouvements de libération nationale en Afrique. Et pour Moscou et Pékin, précisément, l'indépendance n'est qu'un moyen, une étape, certes obligée, vers le front uni communiste international, donc la révolution. Donc, dans ce cadre historique, je découpe traditionnellement les relations sino-africaines en 4 temps, mais nous allons essentiellement nous intéresser au premier, en fait, qui débute en 1949 avec la proclamation de la Chine populaire, et puis qui va s'achever avec la victoire ô combien symbolique et précieuse pour Pékin, donc l'accession au Conseil de sécurité de l'ONU en 1971. Alors ce premier temps est celui de motivation idéologique, politique, a fortiori également diplomatique, et c'est également le temps de la rivalité sino-indienne, et même plus largement sino-indo-soviétique. Donc également d'une course à l'Afrique avec Taïwan, et finalement donc, du soutien chinois au MLN en Afrique. Donc en termes de reconnaissance diplomatique officielle, du côté africain, les territoires puis les pays devenus indépendants, de couleur foncée, donc Algérie, Maroc, etc., sont les acteurs qui ont donc très tôt reconnu la Chine populaire. Ils sont 21 dans l'encadré en rouge, en haut à droite, entre 56 et 71, à reconnaître Pékin, et sont majoritairement représentés par des leaders proches de Moscou ou Pékin, qui s'opposent donc aux Occidentaux, comme en Algérie, avec Ben Bella, au Mali, avec Modibo Keïta, en Guinée, avec Sékou Touré, au Ghana, avec Kwame Nkrumah, ou encore, évidemment, Nyerere en Tanzanie. Ce sont donc des acteurs qu'on considère comme progressistes, incarnant le panafricanisme, et ou le socialisme à l'africaine, avec des guillemets, et ou encore l'anti-impérialisme, et ou finalement l'anticolonialisme. Alors en 1971, Pékin évince Taipei et devient membre permanent du CSNU à l'ONU. La Chine affirme que c'est notamment grâce à l'Afrique, continent qui, selon elle, aurait voté comme un seul homme. Et pourtant, mes recherches relativisent quand même la rhétorique officielle chinoise, puisqu'une quinzaine d'États en Afrique ont voté contre Pékin, et donc pour Taipei, et donc, en fait, suivant la consigne de Washington. Ils sont principalement francophones, anciennement intégrés au sein de l'AOF et de l'AEF, y compris donc le Madagascar, par exemple. Alors, on comprend aisément que les pro-occidentaux, comme la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny ou le Gabon, ou encore l'Afrique du Sud, sous apartheid, à l'époque, ont effectivement voté contre l'accession chinoise au Conseil. Et ces différentes postures et différents jeux politiques, voire géopolitiques africains, nous amènent très brièvement donc à la seconde partie, qui est consacrée au rôle ou au soutien chinois dans le cadre des MLN en Afrique. Alors, la politique africaine de la Chine s'est en définitive construite en moins de 10 ans, assez rapidement. Elle débute en 1955 avec la conférence de Bandung, donc en haut à gauche, en Indonésie,
la fameuse conférence des pays non alignés, durant laquelle Chou Enlai, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères chinois et compagnon de longue route de Mao, va damer le pion à Nehru, le Premier ministre indien, qui est pourtant à l'origine de la conférence. Et donc, pour les 27 autres délégations, en plus de la Chine et de l'Inde, à Bandung, eh bien, en fait, la Chine et Chou Enlai devient le principal représentant des pays et territoires dominés ou non alignés sur Moscou et Washington. Moscou qui n'est pas invité à la conférence. C'est le début de la rivalité sino-indienne qui n'aura de cesse, comme la rivalité sino-soviétique, de s'intensifier et de provoquer des contre-coups géopolitiques, notamment en Afrique, pour nous. Néanmoins, la conférence accouche quand même d'une déclaration commune, donc le consensus, les 5 principes de la coexistence pacifique, qui auraient dû guider, d'une certaine manière, la politique extérieure de l'Asie envers l'Afrique. Donc une politique multilatérale, en théorie. C'est la première conférence, évidemment, d'une longue liste que je n'ai pas le temps d'évoquer, et de visites chinoises en Afrique, comme d'africaines en Chine, dont évidemment celle assez connue de l'UPC, donc de l'Union des populations de Cameroun, avec Moumié, ou également de Nkrumah, et d'ailleurs la dernière visite de Nkrumah, on le sait, en 66, sera à l'origine du coup d'État contre lui. Bon, en tout cas, entre 58 et 64, on estime officiellement à 144 missions de la Chine en Afrique et à 405 délégations africaines en Chine. Donc au-delà de ces chiffres qui peuvent être un peu instrumentalisés par ailleurs, ce qui m'intéresse, ce sont évidemment les rivalités croissantes entre Pékin d'un côté et puis New Delhi et Moscou de l'autre. Et donc dans ce cadre, l'année et le fait majeur, c'est 63. Donc là, on est sur la côte tanzanienne, à Moshi, et donc les Indiens, les Soviétiques et les Chinois notamment se réunissent pour tenter d'organiser l'après-Bandung, qui aurait dû être donc la conférence d'Alger de 64, qui n'aura jamais lieu. Et pour cause, on est dans un climat délétère. Je ne vous rappelle pas évidemment les conflits frontaliers entre la Chine et l'Inde en 62, et puis la rupture des relations sino-soviétiques en 60. Et donc ce climat délétère est caractérisé par des mots crus, en fait racistes et xénophobes, de la part des Chinois à l'encontre des Soviétiques. Les Chinois parlent de blancs impérialistes, et puis les Soviétiques parlent de périls jaunes, évidemment, à l'égard de la Chine. Et donc finalement, c'est la rupture, le divorce entre les trois, et notamment en termes de politique multilatérale, si on en a déjà une. Et donc, on a finalement le début deux politiques au pluriel bilatérales entre la Chine et l'Afrique, l'Inde et l'Afrique, et l'URSS et l'Afrique, caractérisées du coup par la première tournée africaine de Chou Enlai en 64, enfin décembre 63 et janvier 64, qui était à l'époque donc Premier ministre. Et donc, il va visiter 10 capitales, on l'a déjà rappelé, en mentionnant également la coopération Chine-Afrique, en quelque sorte. Et puis, en 64, on a l'Inde également qui prend acte de ce divorce et qui lance son ITEC, donc le programme de coopération technique avec le monde et notamment avec l'Afrique. Donc, à cette époque, en 63, on a finalement un communisme qui devient polycentrique et quelque part, les leaders africains doivent choisir entre Pékin et Moscou, ce qu'ils feront donc en partie. Alors si naturellement je me focalise prioritairement sur les partenaires et les alliés de l'Afrique, enfin en Afrique de Pékin, n'oublions pas que bon nombre d'États africains critiquent d'une manière vraiment acerbe Mao et la Chine. Et c'est le cas de l'un des piliers de ce que Jean-Pierre Dozon a appelé l'État franco-africain, ou évidemment de la France-Afrique de Verschave. Donc Félix Houphouët-Boigny, le premier représentant ivoirien évidemment, président de 60 officiellement à 93 à sa mort. Et donc, je cite Félix Houphouët-Boigny, il dit à l'époque que l'unité nationale est indispensable pour nous renforcer contre la convoitise de la Chine rouge. Il dit également que les Chinois, en poursuivant leurs actes de barbarie, seront punis par Dieu, qui les enverra en enfer. Également, sur l'assassinat du Burundais en 65, il dit que le régime communiste chinois a voulu remplacer les dirigeants africains avec des hommes serviles, qui ouvrent les portes de l'Afrique pour la Chine rouge, car les Chinois sont intransigeants, inhumains, avec un mépris absolu de la dignité individuelle et humaine. Mot, par ailleurs, qu'aurait pu prononcer l'opposition ivoirienne à son égard. Et finalement, par exemple, le régime chinois prétend respecter les gouvernements africains, mais il encourage des actions belliqueuses, belligérantes et subversives. Paix des tueurs étant de réaliser par des assassinats, comme au Burundi, des changements au sein des gouvernements qui n'approuvent pas. Donc, dont acte, je passe directement au soutien chinois en Afrique. Et donc, pour Mao et la Chine des années 50 et 60, l'Afrique, effectivement, représente une Chine pré-1921. 21 étant l'année, évidemment, de la création du Parti communiste chinois à Shanghai. Donc, le début quasiment de la guerre civile, avec le Kuomintang. On comprend donc finalement que, vu de Pékin, l'Afrique entre dans une période tumultueuse, violente,
durant laquelle les communistes vont, et quelque part doivent prendre le pouvoir par la force. Alors pour Mao, par exemple, si la Chine, à l'époque, prend le Congo, elle parviendrait, ou parviendra, à rougir, avec des guillemets, à l'Afrique, soit à créer ce que le Che a appelé des FOCOS, des foyers révolutionnaires, ici maoïstes, qui auraient vocation, ou qui auront plutôt à l'époque vocation, à rendre le continent révolutionnaire et communiste. De même, il dit également à l'époque que l'Afrique est le centre de la lutte anticolonialiste et le centre pour l'Est et l'Ouest du combat pour le contrôle de la zone intermédiaire, donc le troisième monde de Mao, ou encore les pays non alignés, ou encore le tiers-monde. D'où ces efforts pour créer un front uni révolutionnaire avec les pays du tiers-monde, les pays non alignés, et d'où également les doctrines de la guerre civile chinoise appliquées, implémentées en quelque sorte à l'Afrique. Notamment celle-ci, la plus connue, alors si l'ennemi avance, nous nous retirons, si l'ennemi s'arrête, nous le harassons, si l'ennemi tire, nous attaquons, et finalement, si l'ennemi se retire, nous le poursuivons. Donc on est vraiment dans une technique et une tactique de guérilla, et effectivement, la Chine va former des Africains à ces tactiques, y compris avec des actes de sabotage, par exemple. Donc également un petit point sur la théorie, on va dire, révolutionnaire maoïste en Afrique. Donc, de ce point de vue théorique, la Chine estime qu'il y a 3 éléments fondamentaux et hiérarchisés pour mener à bien une révolution en Afrique. Donc, premièrement, un parti révolutionnaire, bon, forcément marxiste, léniniste et maoïste, une armée, deuxièmement plutôt, une armée de type guérilla maoïste, et troisièmement, donc, un front uni, large et contrôlé, donc un front uni révolutionnaire dans les territoires et pays africains. Donc, par conséquent, la Chine va alors prioriser plusieurs pays africains qui répondent globalement à ces 3 critères, sans pour autant négliger, dans la course à l'ONU, notamment avec Taïwan, les autres territoires africains. Et je peux donc globalement dégager 4 grands groupes de pays en Afrique, les partenaires privilégiés, donc l'Algérie de Ben Bella, éventuellement de Boumediene après, le Congo-Brazza globalement, le Ghana de Nkrumah, la Guinée de Sékou Touré, le Mali de Modibo Keïta, on connaît, la Tanzanie de Nyerere, et puis Nasser avec la République arabe unie, notamment l'Égypte. Un deuxième groupe avec des relations plus formelles, plus froides, on va dire, Somalie, Mauritanie, Maroc. Un troisième groupe avec des relations plus conflictuelles qui vont parfois amener une rupture des relations, comme après l'évincement de Nkrumah au Ghana, le Kenya ou la Tunisie, et finalement un groupe de pays qui ont littéralement expulsé la Chine, les missions chinoises, comme en Centrafrique, Bokassa, et puis le Bénin, Soglo par exemple. Donc, un petit mot également sur, disons, les antagonismes sino-soviétiques et leur matérialisation dans le cadre de leur soutien respectif en Afrique, au MLN. Hein. Et donc, il est possible de distinguer la doctrine chinoise, qui entend donc premièrement participer à l'unité africaine, ensuite participer à la révolution, pour finalement éjecter les forces coloniales ou impérialistes. Et donc, pour les soviétiques, c'est l'inverse. La doctrine soviétique à l'époque entend prioritairement expulser les colonialistes pour ensuite mener une révolution qui s'appuie sur les ouvriers ou la paysannerie, et finalement donc, créer les conditions d'une unité africaine. Donc de ce fait, voici un petit peu mes hypothèses. Donc, si l'URSS soutient à l'époque une organisation favorable à elle, à Moscou, dans le conflit sino-soviétique, la Chine va soutenir une autre organisation africaine. Donc c'était le cas en Namibie. Deuxièmement, si 2 organisations africaines s'affrontent, la Chine va soutenir celle qui n'a pas accepté l'aide soviétique, comme l'UNITA en Angola versus le MPLA. Troisièmement, s'il n'y a qu'une organisation africaine, la Chine la soutient, même si l'URSS va l'aider. C'est le cas en Afrique australe, Afrique du Sud, en bas, là, mais également en Tanzanie, où on n'a que le Frélimo au début, puis après le Coremo, qui agit depuis la Zambie. Et c'est le cas au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, où on n'a que le pays PAIGC. Et finalement, donc, si plusieurs organisations africaines refusent de s'unir au sein du même territoire, mais non pas pour autant de revendications différentes, la Chine soutient les acteurs des 2 groupes, des différents groupes. C'est le cas de l'ANC de la PAC en Afrique du Sud. Et finalement, là, on va voir que la Chine, qui va être montrée du doigt en quelque sorte, et marginalisée par l'ANC, va soutenir uniquement la PAC après 64, puisque l'URSS se rapproche de l'ANC. Donc, en guise de grande conclusion, la Chine a donc soutenu un certain nombre de MLN en Afrique, alors y compris le Biafra, que je n'ai malheureusement pas le temps pour l'instant de développer. Les principales portes d'entrée chinoises sont algériennes, avec le GPRA puis le FLN, tanzanienne, donc je l'ai déjà dit, avec le Frélimo notamment, et le Coremo, ghanéenne avec Nkrumah, et puis camerounaise, je n'oublie pas, évidemment, avec l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Mais je rappelle également que la Chine est à l'époque un pays sous-développé, et donc elle a appuyé les MLN avec ce qu'elle possédait, ce qu'elle avait. Donc quelques uniformes, quelques armes, mais d'origine soviétique, du riz, des vivres, et même du poivre, par exemple, envoyé à Sékou Touré, par exemple.
Elle a également envoyé des agents du service de renseignement secret chinois, qui étaient en général sous couverture journalistique, donc Chine-Roi, Chine Nouvelle pour les Chinois, qui s'appelait à l'époque le Tengmu et qui a été renommé TU. Et d'ailleurs, ces agents secrets ont parfois été expulsés de pays comme de Centrafrique en 66. De même, elle a formé en Chine, notamment en Mandchourie et à Harbin, également à Nankin ou dans le Shandong, des militaires, on va dire, des groupes armés africains, et en Afrique, notamment au Ghana, on le sait, en Tanzanie et puis en Algérie. Donc un chiffre, en Algérie, on estime qu'en 63, on a eu 1500 guérilleros, entre guillemets, formés par la Chine. Et puis enfin, il faut quand même relativiser cette aide chinoise, militaire hein, notamment, puisque selon les données du CIPRI, qui est donc le centre sur la paix de Stockholm, que j'ai compilé, la Chine n'arrivait qu'au 13e rang des fournisseurs d'armes en Afrique en 71. Donc très très loin derrière Moscou, premièrement, ensuite Washington, ensuite Paris, ensuite Londres, et finalement Berlin, Rome. Il faut donc vraiment nuancer et garder en mémoire qu'on est dans une situation d'extrême pauvreté en Chine, en partie dû à Mao et son grand bond en avant notamment. Mais contrairement à l'Inde, par contre, la Chine s'est en quelque sorte sacrifiée pour venir en aide aux populations africaines, à certaines en tout cas, qui luttent pour leur émancipation. Une aide qui n'était évidemment pas désintéressée, hein, à l'image du petit livre rouge de Mao qui a circulé, mais une aide bienvenue tout de même, qui reste dans les mémoires d'élite politique africaine, qui reprennent depuis cette époque les discours, les représentations, et donc la rhétorique propagandiste chinoise, depuis cette époque évidemment des colonisations. Et donc, en évoquant cette propagande, évidemment, je vous montre quelques images qui parlent d'elles-mêmes, que je n'ai pas vraiment besoin de commenter, et qui indiquent effectivement que la révolution doit être mondiale, puisqu'on peut imaginer qu'on a des populations africaines, mais également latino-américaines et asiatiques plus généralement. Donc voilà, je m'arrête ici et je vous remercie. Nous vous remercions tous beaucoup pour votre remarquable intervention, illustrant à la fois l'histoire, la géographie et la géopolitique, ce que nous avons vivement apprécié. Sans doute y aura-t-il pas mal de questions, évidemment, dans les limites de l'emploi du temps et de l'horaire final. Je vais donc maintenant laisser la parole pour le pilotage de la discussion à Élodie Créteau, qui est enseignant-chercheur en histoire du droit à l'Université de Bretagne Sud, en lui demandant, bien sûr, de surveiller l'horloge jusqu'à 12h30. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, je m'associe naturellement aux remerciements qui ont été formulés depuis hier pour toutes ces communications extrêmement riches qui me permettent, en tant que véritable béotien en la matière, d'apprendre énormément. Et je vais commencer par remercier nos trois derniers intervenants pour leur regard pluridisciplinaire sur une thématique qui me semble être celle de la continuité, de la progressivité de ce processus de décolonisation de l'Afrique. Une progressivité qui semble finalement, si je vous ai bien compris, soulever deux sujets connexes, hein, celle de l'utilisation et de la réception de notions et de cadres et de concepts étrangers, ainsi que celle du rôle de ces nouveaux acteurs, hein, dont on peut se demander s'ils sont véritablement des agents de décolonisation ou des nouveaux agents de subordination. Alors, j'ai vu une question de Monica Cardillo, une question pour Mohamed Diatta. Elle l'interroge sur finalement cette diplomatie territoriale qu'il a évoquée et demande en quoi cette diplomatie territoriale influence les dynamiques nouvelles en Afrique. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette belle intervention de l'ensemble des intervenants pour cette session. J'ai trouvé ma communication très complémentaire à celle de Dominique, étant donné que finalement nous analysons les mêmes objets, les mêmes faits, et nous sommes dans les mêmes échelles temporelles en termes d'analyse. Et cela a été très agréable de l'écouter également. Mais aussi l'intervention chinoise en Afrique, peut-être dans les débats, je reviendrai un peu parce que c'est plus également des approches nouvelles, des analyses nouvelles qu'il faudra pour appréhender ces dynamiques chinoises en Afrique et non pas peut-être de rester
euh, Alors, pour la diplomatie territoriale, c'était juste une provocation, si vous voulez. J'ai voulu montrer que finalement, on parle de développement territorial porté par des acteurs locaux, très dynamiques, mais on oublie que ces acteurs locaux sont sous l'influence également d'acteurs exogènes. Et parmi ces acteurs exogènes, aujourd'hui, nous savons que lorsqu'on parle de développement territorial, la coopération décentralisée joue un rôle fondamental. Et dans cette coopération décentralisée, c'est une forme de prolongement des coopérations séculaires que les métropoles entretenaient avec les territoires. Et la loi Tolière en France va beaucoup accentuer ce phénomène, étant donné que à travers aussi également cette loi Oulien-Santini, nous allons voir que les coopérations, que les collectivités territoriales vont entrer, vont devenir des acteurs majeurs de la coopération décentralisée, particulièrement dans les pays francophones, où des ressources des collectivités territoriales françaises sont utilisées pour des projets dans des collectivités territoriales sénégalaises, béninoises, ivoiriennes, maliennes, etc. Donc, nous voyons que c'est une forme de prolongement des rapports que ces territoires entretenaient avec ces territoires jadis qui sont aujourd'hui indépendants, mais qui agissent au nom d'une autonomie et vont s'embourber dans une forme de rapport assez particulière avec des collectivités territoriales françaises. Bien entendu, nous savons que derrière, la diplomatie française joue pour donner des orientations sur les objets, sur tous ces aspects-là. Et donc, il s'agit ici de l'intelligence territoriale de ces territoires qui est en question. Comment ces territoires tirent avantage des possibilités qui sont offertes. Mais nous voyons que nous avons des actions réelles qui sont mises sur le terrain, notamment la mise en place de systèmes d'addition d'eau potable, la mise en place de renforcement des systèmes éducatifs, de renforcement des systèmes sanitaires, même si nous savons que ces renforcements ne sont pas assez significatifs pour porter ou rendre autonomes ces territoires des pouvoirs classiques ou du pouvoir central. Donc, cette forme de diplomatie également présente des limites que je viens de présenter, mais des avantages avec des apports réels qui influencent directement ces territoires. Mais ces acteurs doivent être aussi aujourd'hui conscients que ces nouvelles formes de multilatéralisme territorial sont à inscrire également dans un cadre beaucoup plus global des coopérations sud-sud, dans le cadre des coopérations nord-sud également, en termes de coopération entre États et collectivités. Je vous remercie. Merci, merci monsieur pour cette réponse. Alors, je m'interroge puisque dans la communication de la table ronde précédente, la communication de monsieur Pacman, sa diapositive, une de ses diapositives présentait une loi de 46, et dans cette loi, il était fait mention expressément du terme de territoire. Alors, est-ce qu'on peut là voir une continuité avec les propos de monsieur Diatta ou pas ? Tout à fait. Hein. Je saisis l'occasion de saluer notre confrère et je vous remercie pour faire le lien ainsi entre les deux séances. Je pense qu'évidemment, cette loi de 46 innove à de nombreux égards, hein, et c'est ce qui explique qu'elle va durer très longtemps. Parce qu'en matière de développement, les lois qui ensuite vont contribuer à façonner le système actuel de financement du développement sont toutes très récentes. Et la loi de 1946 a poursuivi ses effets tout au long du XXe siècle. Et ce n'est que récemment qu'on a adopté des lois nouvelles, en particulier une loi de programmation en 2014, loi d'orientation et de programmation sur le développement et la solidarité internationale. La référence qui a été faite aussi par une autre intervenante à Chauveau est très intéressante parce que
Jean-Pierre Chauveau, dans ses travaux, montre la résilience d'un certain nombre d'approches participatives et territoriales. Et ce n'est pas parce que les termes ont pu être transformés, par exemple lorsque les approches passent à la Banque mondiale, qu'il n'y a pas une certaine forme de continuité. Ce qui est important, c'est de voir que par-delà cette continuité, il y a progressivement ce phénomène de globalisation et cette complexification croissante qui caractérise cette politique comme une politique globale d'un type tout à fait nouveau. Merci. Merci, M. Pacman, pour votre réponse. Alors, je ne doute pas que les intervenants vont avoir à poser des questions bien plus riches que celles que je peux poser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui désirent prendre la parole pour alimenter cette heure de débat et de discussion qui nous est offerte? Je voulais poser une question à Xavier, une question assez provocatrice, parce que les relations sino-africaines, comment il les perçoit à l'aune des financements importants que la Chine est aujourd'hui capable de mobiliser en un laps de temps, contrairement à ce que, et sur des modalités et parfois assez avantageuses, contrairement aux anciennes formes de financement que les États africains pouvaient recevoir, soit de la coopération bilatérale ou de la coopération multilatérale. C'est une vaste question, mais pour y répondre brièvement, d'une manière succincte, en tout cas, je crois qu'il y a la question des conditions, donc des conditionnalités, qui est importante. Je pense qu'on n'a pas également le même modèle, en tout cas les mêmes représentations en Chine qu'en Occident, avec le cadre de l'OCDE notamment, à travers l'offre de prêts. Je crois aussi que finalement, la Chine a tout intérêt à mobiliser sa réserve de devises, qui est de plusieurs milliards, plusieurs milliers de milliards de dollars, c'est dur à dire. Et donc, forcément, avec une telle réserve de devises, on peut être la banque du monde, en quelque sorte. Et c'est ce qu'elle a tenté de faire également avec la NDB BRICS, la nouvelle banque de développement des BRICS, ce qui a plutôt capoté globalement. Mais bon, en tout cas, on voit que la Chine a des velléités de remplacer, ou du moins de concurrencer certaines organisations internationales et ou occidentales, comme la Banque mondiale, etc. Et qu'elle a les moyens, en fait, de le faire. Alors après, sur les conséquences des prêts, moi, j'ai envie de dire que, quelque part, c'est quand même la responsabilité incombe quand même aux hommes et aux femmes politiques africains et africaines, puisque ce sont eux, finalement, et elles, qui demandent ces prêts. Ce n'est pas la Chine qui va arriver et va dispatcher comme ça à qui veut l'entendre ou qui en veut les prêts. On a quand même des demandes qui sont faites expressément par les pays africains. Moi, j'ai beaucoup étudié la Côte d'Ivoire et effectivement, la Côte d'Ivoire, le gouvernement présente une liste de projets, d'infrastructures ou autres, énergétiques, etc. Et la Chine va piocher un petit peu dans ces projets pour financer quelques-uns. Mais finalement, c'est quand même la Côte d'Ivoire à l'origine qui présente à la Chine des projets. Donc, ce n'est pas la Chine qui va imposer quoi que ce soit. Et donc, finalement, la question est de savoir si et dans quelle mesure les pays africains ont les capacités à orienter ces projets, à orienter les prêts, à faire poids quelque part sur la Chine. Et c'est là la question pour moi qui est fondamentale. Et on voit vraiment la différence entre les pays comme la Côte d'Ivoire, qui a les capacités en termes de ressources humaines, notamment à travers le BNET, si vous voyez ce que je veux dire, le Bureau national d'études, etc., qui a donc des capacités humaines, intellectuelles, j'allais même dire, techniques et même historiques, à contrôler, à engager, à diriger ces projets chinois, alors que dans d'autres pays, comme au Mali par exemple, voire parfois au Togo, on a des projets chinois qui sont finalement très peu chapeautés, très peu cadenassés, très peu orientés, et donc les conséquences sont en général assez mauvaises pour les pays africains, puisque les Chinois n'ont pas intérêt, évidemment, à proposer des projets qui sont viables sur le long terme. Finalement, l'intérêt chinois, c'est de vendre, c'est de faire du business, c'est une politique néo-mercantile, et donc il est évident que les Chinois, à travers la nouvelle route de la soie ou d'autres projets ou d'autres relations, ont intérêt à faire du business avant tout. Et donc, forcément, c'est vraiment à l'État africain de contenir, en quelque sorte, et d'encadrer, d'orienter les projets. Donc, c'est ma réponse, qui n'est peut-être pas la meilleure réponse, mais c'est ma réponse à votre question. Et peut-être M. Pacman pourra compléter cette question, étant donné que la question du financement du développement a été évoquée, notamment à travers cette loi de 1940.
Volontiers, merci beaucoup. Vraiment, ce qui a été apporté par Xavier Oregan est tout à fait passionnant. Et avant de compléter, en écoutant son exposé, je me posais la question du lien avec le général de Gaulle. Et il y a deux temps dans la formulation d'une politique chinoise d'aide au développement. Il y a Bandung, et puis il y a les principes qui sont articulés par Zhou Enlai en 1964, qui sont des principes qui contiennent déjà une différence très nette par rapport aux méthodes des pays du comité d'aide au développement. Et je me demandais dans quelle mesure un lien pouvait être établi entre la reconnaissance de la Chine par De Gaulle et le développement de la coopération africaine en Chine. Ça, c'est ma question. Sinon, mon observation, elle est que parfois, j'ai l'impression qu'on se laisse tromper par le financement international des pays en développement par la Chine, et qu'en fait, on a peut-être deux politiques qui se superposent. Une politique d'aide telle qu'elle a été définie en 1955 et en 1964 par Zhou Enlai, et d'autre part une politique de promotion des intérêts économiques chinois. Et que en fait, les deux coexistent d'une façon qu'on a peut-être tendance à amalgamer. Ce serait aussi une autre question pour Xavier. Merci. Alors, pour vous répondre concrètement sur le lien entre De Gaulle, la Chine et l'Afrique, je n'ai pas de réponse définitive, puisque malheureusement, je n'ai pas étudié précisément cette thématique, comme je suis géographe et pas historien. Et disons que la partie historique des relations sino-africaines n'est qu'une infime partie de mes recherches. Donc, je n'ai pas de réponse précise, si ce n'est qu'évidemment, De Gaulle a reconnu un fait majeur, c'est-à-dire la montée en puissance de la Chine populaire et non pas de Taïwan. Et que finalement, déjà à l'époque, on avait déjà évidemment des présences chinoises variées en Afrique. Donc il a certainement dû prendre ça en compte, mais bon, je ne m'aventure pas trop sur ce terrain-là. Alors ensuite, évidemment, sur le lien entre le cas de la Chine, le cas de l'OCDE, la Chine, etc., je pense que vous avez raison dans le sens où on a une dynamique, une double dynamique qui est parallèle du côté chinois. C'est la dynamique commerciale que je rappelais, puisque l'aide chinoise est liée, elle n'est toujours pas déliée, quand bien même on aurait des phrases qui pourraient suggérer que la Chine entend s'aligner à l'avenir sur cette politique de déliement de l'aide. On a également cette agence d'aide au développement chinoise qui a été créée il y a 2 ans, 3 ans maintenant, dont on connaît quand même pas grand-chose, mais on peut imaginer effectivement qu'on va aller vers là. Maintenant, sur le côté business, il était évident que la Chine a tout intérêt, encore une fois, ce n'est pas une réponse parfaite, hein, mais a vraiment tout intérêt à lier son aide, puisque d'un point de vue commercial, elle s'y retrouve. Il est évident que quand la Chine donne des motoculteurs gratuitement à des Ivoiriens, à des coopératives ivoiriennes, quand elle donne, je sais pas, des tracteurs, quand elle fait même des missions médicales ou agricoles chinoises, des centres de transformation agricoles chinois, au Bénin, au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, elle a tout intérêt évidemment à les promouvoir, puisque c'est du matériel agricole chinois, et que finalement les paysans ou les coopératives africaines qui sont sur place sont naturellement obligés d'aller prendre les pièces détachées soit en Chine directement, les importer, soit d'aller dans les commerces chinois qui ont été ouverts depuis les années 90 globalement dans les grandes villes africaines, et notamment les capitales on va dire, économiques. Donc tout ça est lié. Et pour moi, la Chine s'y retrouve, mais pour relativiser quand même tout ça, il faut quand même, n'oublions pas que l'Inde, et c'est de manière très précise, hein, c'est marqué sur le site internet du ministère des Affaires étrangères indien, lie son aide également, et elle est liée à, alors je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est 84% à peu près, et donc on a en gros sur $100 octroyés par l'Inde en Afrique, on a 82-84 $ qui reviennent directement à l'Inde sous le biais de contrats à des entreprises indiennes ou d'achats de fournitures indiennes. Donc la Chine n'est pas un item paresse parmi d'autres, elle fait partie d'un groupe de pays qui n'est pas membre du CAD et qui joue son batou dans ce contexte depuis les années 90 où on a une réémergence ou une émergence de pays et qui s'appuie fondamentalement sur leur commerce, donc sur leur industrie. Donc pour moi, ce n'est pas normal quelque part de voir ceci, sachant que la France a également fait la même chose avant qu'on assiste au déliement de l'aide. Et ça, M. Patman est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Bon voilà, c'est une réponse évasive un peu, mais j'en ai pas vraiment d'autres réponses.
Alors, dans la continuité des éléments que vous venez d'apporter, Monsieur Oregan, il y a une question de Monsieur Essonneau hein, qui demande si on peut vraiment parler d'une Chine-Afrique comparable à la France-Afrique. Je vous laisse la parole sur ce. Bah non, pour moi non, parce que on n'a pas d'État. Enfin, là, je me réfère plutôt, non pas à Berchave, mais plutôt au collègue Jean-Pierre Dozon, et on n'a pas d'État sino-africain à l'image d'un État franco-africain. De la même manière qu'on n'a pas de colonialisme chinois en Afrique, etc., etc. On n'a pas de contrôle territorial en tant que tel, si ce n'est des zones économiques entre guillemets chinoises en Éthiopie ou même maintenant Djibouti, etc. Mais ce sont des choses, encore une fois, qui sont liées au business, au commerce, à des intérêts économiques qui sont parfois d'ailleurs privés en Chine, qui ne sont pas publics, qui ne sont pas liés à des entreprises sous la tutelle centrale de l'État chinois ou même sous la tutelle provinciale. Donc, on a des éléments purement de business. Et donc, pour lui répondre directement, non, on a effectivement la création de réseaux privilégiés, de réseaux politiques, avec des systèmes de captation de rentes, ça c'est évident, avec des régimes technocrates qui vont accaparer les richesses, qui ne vont pas les redistribuer, les richesses en partie engendrées par des prêts ou éventuellement de rares investissements chinois, et donc par des présences chinoises, mais on n'a pas véritablement de Chine-Afrique tel qu'on peut l'entendre d'un point de vue scientifique. Merci, Monsieur Oregan. Alors, Monsieur Essonneau avait également une question pour Madame Torisson-Mouret. Peut-on dire qu'il y a eu colonisation par la norme et si oui, n'est-elle pas toujours à l'œuvre, notamment par la coopération ou les accords commerciaux? Je peux répondre pour la période coloniale que je connais mieux. C'est sûr que les rapports entre production, paysans, administration étaient fortement régulés et réglementés. Les sociétés indigènes de prévoyance, c'est un ensemble de réglementations de statuts extrêmement pesants, prégnants, et c'est sûr que la norme a joué un rôle très très important. Après, pour la période postcoloniale, je ne peux pas répondre parce que bon, Monica m'a invité à travailler, à réfléchir sur cette question, mais je ne suis pas une spécialiste de la période décoloniale, de la période de décolonisation. Donc peut-être M. Pacman peut répondre sur cette question mieux que moi, en tout cas pour la période postcoloniale. Monsieur Pacman, vous souhaitez intervenir pour la période postcoloniale sur cette question de colonisation par la norme? Oui, volontiers, merci madame. Je vous prie de m'excuser, j'avais un petit problème d'alimentation électrique. Parce que nos débats nous mobilisent beaucoup, mais mobilisent beaucoup nos équipements. Donc je remercie monsieur Essonneau pour ces questions. Il me semble que, oui, il y a un effet de normalisation qui est important dans ce qui est l'effet de l'aide publique au développement, par-delà les investissements financiers. Mais ce que je dirais, c'est que la norme nous oblige tous et nous lie tous, et qu'elle a un effet positif en termes de facilitation d'un certain nombre d'échanges internationaux, par exemple. Et quand je dis que la norme nous oblige tous, il peut y avoir un décalage dans le temps, mais on observe un effet de rétroaction de ce qui est financé à travers l'aide au développement vers les pays financeurs. Cet effet, il s'observe avec le fait que, par exemple, le consensus de Washington, développé dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, rentre dans le traité de Maastricht avec les fameux critères de convergence économique en 1991. Il rentre aussi dans le fait que les objectifs internationaux de développement adoptés pour les pays en développement en 2000 deviennent des objectifs qui s'élargissent et s'universalisent en 2015. Et c'est pour ça que j'ai parlé de politique publique globale. C'est ça la différence de nature dans l'aide au développement, c'est que c'est une politique d'un type nouveau où toutes les parties prenantes interagissent et sont transformées par le processus qui est rendu possible par toute une série d'activités qui sont des petites activités assez modestes de terrain qui se présentent comme telles et qui finissent par avoir un grand pouvoir transformationnel. Voilà, merci. Merci M. Pacman pour ces éclaircissements sur des questions très, très techniques et très complexes. C'est vraiment agréable de parvenir
ce degré de limpidité. Monica, je vois que tu as une question et puis peut-être que tu peux aussi intervenir sur la question de l'eau, à cette question de colonisation par la norme. Peut-être que tu aimerais rebondir, comme ce sont aussi tes thématiques de recherche, avant de poser finalement directement toi-même la question, puisque tu es organisatrice de ce colloque. Prends le micro. Merci beaucoup, Mélodie. Moi, ce que je constate dans cette matinée, c'est qu'on est véritablement dans une continuité malgré des nouvelles politiques qui semblent être mises en place, mais on est vraiment dans une permanence, hein, dans une permanence qui passe par un ancrage, par un apport politique, mais aussi effectivement normatif. Je l'ai déjà évoqué hier et voilà, je reviens aujourd'hui. On les voit, je l'ai pu constater dans mes travaux de recherche sur la question de l'eau, qui a été d'ailleurs évoquée par le président de la science, M. Liver. Effectivement, on constate une continuité dans le sens qui est, eh bien, en termes de changement juridique, on n'observe pas un véritable changement, plutôt une continuité. Ce qui change, c'est tout simplement l'appellation de l'ancienne colonie aux différentes républiques. Moi, je voulais je voulais apporter juste cette réflexion très générale. J'avais plutôt une question justement sur ces relations chino-africaines. Donc, j'ai une question qui est, comme vous avez certainement pu le lire, c'est une question fragmentée en plusieurs, qui s'adresse à la fois à Mohamed, à la fois à Xavier, mais à tout le monde. Donc finalement, ce qui m'interpelle, c'est la manière dont la société africaine perçoit ces nouveaux acteurs qui finalement, Xavier a pu montrer comment il n'est pas véritablement un nouvel acteur contemporain, mais c'est déjà à partir de l'époque coloniale qu'il s'introduit, s'impose. Donc comment la société africaine perçoit cet acteur sous son territoire. Également, les aides chinoises sont-elles soutenables au niveau africain local? Est-ce que cela produit une dette ou pas? Est-ce on peut parler de coopération ou est-ce qu'on peut plutôt parler d'une collaboration concurrentielle? Voilà, c'est sous ces points que je m'interrogeais et que je souhaiterais avoir votre avis. Merci. En tout cas, en termes de perception des acteurs africains que nous sommes, la Chine devient un partenaire important au regard également de son influence grandissante par le monde. Nous savons qu'aujourd'hui, la Chine est extrêmement influente dans toutes ces questions liées au développement, mais surtout sur la question du financement, où parallèlement, les partenaires classiques que sont la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods et les partenaires bilatéraux comme l'Union européenne et tous les États. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des contraintes en termes de financement avec ces bailleurs-là et que la Chine fournit des approches beaucoup plus souples en termes de financement. Mais je rejoins un peu Xavier sur la nécessité et l'urgence de porter un regard très critique sur l'ensemble des financements chinois en Afrique, étant donné que beaucoup de pays ne disposent pas de capacité de négociation à même de pouvoir porter ces financements ou de négocier sur les clauses de ces financements. Il a parlé un peu du cas de la Côte d'Ivoire qu'il connaît plus. Nous savons qu'aujourd'hui, au Sénégal également, cette question du financement chinois se pose, mais elle se pose avec également beaucoup de regards critiques face. Mais ce qui est important à retenir, c'est que du point de vue relationnel, nous avons beaucoup plus de liberté quand nous échangeons avec la Chine, parce que Xavier l'a dit, nous n'avons pas de relations séculaires, nous n'avons pas de relations coloniales. Il n'y a pas d'influence chinoise du point de vue strictement politique ou une influence chinoise qui peut influencer des politiques publiques ou des politiques électoralistes en Afrique. Nous savons que cette capacité de la France, cette capacité d'influence de la France est encore beaucoup plus présente. Elle a encore beaucoup plus de poids. Mais jusqu'où cette capacité va durer, c'est là où on se pose avec cette capacité financière française
qui diminue d'année en année, et cette capacité d'influence également de l'Occident qui diminue du point de vue territorial en Afrique au profit de la Chine. Donc, nous avons des perspectives qui sont quand même plus ou moins ambiguës, plus ou moins sombres, si nous pouvons dire, pour les partenaires traditionnels. Maintenant, en termes de soutenabilité, il est évident que beaucoup de pays africains ont tellement pris de dettes chinoises qu'aujourd'hui, ces pays ne sont pas capables de rembourser aussitôt. Ce qui se passe, c'est que nous allons voir des confiscations de gestion d'ouvrages comme des ports dans les pays africains, des exclusivités chinoises qui vont émerger. Et ouais. D'accord, oui, il a complètement disparu. Bon, il va nous rejoindre à nouveau, Xavier. Tu peux prendre la parole, merci. D'accord, bon, tu as beaucoup de questions, donc je ne pourrais pas répondre à tout. Mais, disons qu'il faut imaginer qu'en Afrique, notamment depuis les années 90, on a quand même une très très forte, enfin très grande hétérogénéité des acteurs et des présences chinoises. Donc on peut partir d'un migrant que j'appelle migrant investisseur chinois qui va être analphabète, qui vient du Henan, par exemple, du centre de la Chine, à des gens, des diplomates et l'ambassadeur. Donc on a un spectre très 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 diversifié. Et donc les perceptions, les représentations africaines sont évidemment liées au statut du chinois. Donc, globalement, en quelques secondes, les commerçants chinois sont plutôt mal vus parce qu'ils vendent des produits de très faible qualité, mais à des prix très bas aussi. Hein, c'est lié au pouvoir d'achat. Par contre, les patrons de sociétés de droit ivoiriens ou sénégalais qui sont créés par les Chinois, les entreprises à capitaux publics chinoises et les diplomates chinois sont plutôt bien vus parce qu'ils apportent quelque chose. Donc, on a des représentations très diversifiées, très paradoxales parfois et antagonistes. Donc, voilà. Il faut également se rappeler que, par exemple, les commerçants chinois ne souhaitent pas être en lien en général avec l'ambassade parce qu'ils sont quelque part trop cadrés par les pouvoirs politiques chinois, par les autorités politiques diplomatiques, et qu'ils s'organisent eux-mêmes pour ne pas dépendre justement politiquement et du coup de la politique étrangère chinoise, ne pas dépendre politiquement de l'ambassade. Donc on a également des relations conflictuelles entre Chinois en Afrique aussi, il ne faut pas l'oublier, et des concurrences entre groupes chinois, publics, privés. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Je rappelle juste que le retour en quelque sorte de la Chine en Afrique est en 94, donc juste l'année après la dépendance pétrolière chinoise. Donc en 93, la Chine devient indépendante sur le plan pétrolier. Elle n'a plus assez de pétrole sur son sol pour subvenir à ses besoins, on va dire, et donc elle doit aller investir à l'étranger pour aller sécuriser son accès aux matières premières, et donc notamment en Afrique. Et c'est là qu'on voit la création de ce qu'on appelle les policy banks chinoises, donc notamment l'Exim Bank of China, qui vont aller financer l'investissement chinois à l'étranger. Donc, tout ça, en fait, est lié aux énergies, principalement pour la Chine. Et puis après, évidemment, ça s'est développé avec notamment, à partir de 2000, les premiers forums de la Chine-Afrique, les FOCAC, qui sont d'ailleurs des copier-coller des sommets France-Afrique ou des TICAD pour Japon-Afrique. Donc, bref, ce que je voulais vous dire également, ou te dire aussi directement, Monica, c'est que le développement, en règle générale, en Afrique, notamment, il nécessite des capitaux et que les capitaux, il faut aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire notamment en Chine aujourd'hui, parce qu'on a des carences à beaucoup de niveaux, au niveau agricole, au niveau infrastructurel, principalement aussi. Et donc, en termes cela nécessite d'aller chercher les capitaux, donc des prêts, notamment chinois, mais qui pourraient être également brésiliens ou russes ou indiens ou de Bretton Woods, hein, évidemment. Et puis, il faut aller également chercher du savoir-faire parce qu'on n'a pas toujours les techniciens, les ingénieurs en Afrique pour aller construire les barrages, les ports, les aéroports, les autoroutes, etc. Et donc, la Chine offre ça. Donc, elle offre un paquet où on a le prêt, les entreprises et la main-d'œuvre. Donc, c'est quand même utile, quoi. C'est quand même assez intéressant d'un point de vue africain jusqu'à présent. Et puis après, donc, deux derniers mots pour répondre à ta dernière question notamment. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une coopétition. Globalement, donc, entre coopération et compétition. Et on peut le voir d'ailleurs en prenant des acteurs occidentaux et français. On voit que Bolloré, que Orange, que Vinci et bref d'autres collaborent avec des entreprises publiques chinoises. Sinohydro, par exemple, pour la construction de barrages hydroélectriques. Le dernier à Soubré en Côte d'Ivoire, le plus gros ivoirien, c'est un consortium sino-français. Et donc, à tous les niveaux, même à la banque, au niveau bancaire, la Société Générale agit énormément avec les Chinois. Elle a même d'ailleurs ouvert des desks, comme on dit, en Afrique de l'Ouest, où on a des Chinois qui travaillent pour la Société Générale. Parce que, évidemment, les entreprises chinoises, les acteurs économiques chinois ont besoin de capitaux qu'ils ne trouvent pas dans les banques africaines, on va dire, pour aller vite. Et donc, ils trouvent ces capitaux dans les banques occidentales. Donc, c'est quand même
quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et puis, pour contredire un petit peu mon collègue Mohamed, qui avait disparu là, mais je pense pas que la Chine a intérêt en fait à prendre possession des ports, des aéroports qu'elle finance. Parce que déjà, c'est du financement, ce n'est pas de l'IDE, ce sont vraiment des prestations de services. Et en plus, d'un point de vue de l'image de la Chine, du soft power chinois, ce serait vraiment contre-productif de prendre possession de ces infrastructures. Et donc, sur le moyen terme, parce que la Chine pense et agit à moyen terme minimum, ce serait vraiment très contre-productif, même si, effectivement, à court terme, elle pourrait récupérer ces données en quelque sorte. Mais à moyen terme et à long terme, c'est vraiment négatif pour la Chine. Donc, je ne pense pas, je peux me tromper évidemment, mais je ne pense pas que la Chine le fera, parce qu'elle aurait vraiment tout à y perdre. Et ce serait vraiment, pour le coup, matérialiser concrètement, rendre officielle une politique qui est plutôt liée au business, plutôt qu'à l'aide au développement. Et donc, elle se renierait, en fait, elle renierait 70 ans de politique africaine, en quelque sorte. Bon, je m'arrête là. Mohamed, si tu veux compléter. Non, non, je suis tout à fait d'accord, mais je parlais de la présence chinoise dans certains pays qui est liée également au fait que ces pays n'ont pas les capacités aujourd'hui de faire face à la dette chinoise. Et dans ce cas-là, c'est que beaucoup de compagnies chinoises commencent à prendre le contrôle de quelques points de sources de revenus pour se faire rembourser. C'est des cas qui sont aujourd'hui perçus dans des pays africains que je ne dirais pas le nom. On a vu des ports, des aéroports et certaines grandes infrastructures contrôlées aujourd'hui et sous gérance chinoise également. C'est lié au fait que ces pays n'ont pas pu faire face à la soutenabilité de ces dettes. Mais je parlais également des libertés. Négocier avec la France et négocier avec la Chine, un pays comme le Sénégal est beaucoup plus libre quand il négocie avec la Chine, étant donné qu'il n'y a pas ces liens séculaires, il n'y a pas ces liens séculaires de domination, ni de, si vous voulez, de présence. Et donc, le Sénégal, en négociant avec la Chine, met également au-devant ses intérêts. Et que, malheureusement, la capacité que peut avoir le Sénégal en termes de négociation commerciale avec la Chine peut ne pas être le même avec des pays qui n'ont pas des ressources humaines à même de faire face à ces négociations et pour négocier notamment sur les taux d'intérêt et sur tout ce qui est clause libératoire. Donc, c'est ça le sens de ma réaction. Maintenant, on est plus dans une forme de collaboration concurrentielle également, parce que nous voyons que l'Europe, que ce soit également les institutions de Bretton Woods, commencent à perdre du pied sur le terrain du financement en Afrique et se voient supplanter progressivement par la Chine. Et moi, je pense que l'ensemble de ces recompositions en termes de financement du développement devrait être également analysé à l'aune des difficultés qu'on peut connaître aujourd'hui et qu'on rencontre réellement en Europe en termes de financement public. Monsieur Pacman veut intervenir, je vous en prie, monsieur. Oui, je vous remercie. Je voudrais dire trois petites choses. Tout d'abord, les progrès de la Chine en Afrique sont des progrès qui sont très substantiels et qui conduisent à un effet de marginalisation ou de réduction de la part des autres pays. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne maintiennent pas leur effort. Donc il y a cette apparition dans les statistiques de la part de la Chine se fait alors que les autres pays augmentent leurs interactions avec l'Afrique. C'est un phénomène statistique intéressant à observer, en particulier dans le domaine commercial, par exemple. On voit augmenter considérablement depuis le début du siècle le commerce entre la Chine et l'Afrique, alors que le commerce de l'Afrique avec ses partenaires traditionnels continue d'augmenter. C'est un point statistique et économique qui me conduit d'ailleurs à relativiser une observation de notre ami Mohamed Datta sur la capacité financière française et éventuellement européenne. Elle ne diminue pas. Elle est diluée par le fait qu'il y a de nouveaux partenaires qui arrivent, et il faut se réjouir qu'il y ait de nouveaux partenaires qui arrivent. Quant à la contribution française en Afrique, non seulement elle ne diminue pas, mais elle augmente
elle augmente très substantiellement. Elle augmente parce que l'aide publique au développement de la France augmente et que la part d'Afrique augmente dans cette aide, et qu'en tout cas, c'est la partie la plus concessionnelle, c'est-à-dire la plus favorable. En outre, tout l'effort apporté au cours des années récentes sur l'augmentation des impacts. Et depuis le début du siècle, ce travail d'amélioration de l'impact se fait notamment avec le déliement de l'aide. Un des reproches qui est fait régulièrement à l'aide chinoise, c'est bien que c'est une aide liée, mais je suis impressionné par le taux de retour. Le taux de retour qui a été cité tout à l'heure par Xavier, 94-95%, il se trouve que j'ai calculé le taux de retour de nos financements à l'Agence française de développement à la fin du siècle dernier. Dans le meilleur des cas, il était de 70%. Donc ça veut dire que ce mécanisme est extrêmement efficace, car nous-mêmes, en tant qu'aide alliée, on n'arrivait pas à des taux de retour de ce niveau. Donc ce que je pense, c'est que la négociation, il y a toujours deux parties, et qu'il faut sortir d'une culture un peu passive du financement et essayer d'améliorer de la part des bénéficiaires de l'aide les impacts attendus. Et tout l'enjeu, à mon avis, dans l'avenir de la négociation entre les divers pays africains et la Chine, c'est d'essayer de maximiser les transferts d'informations et de compétences, parce que la Chine commence à avoir aussi des expériences intéressantes de développement durable. Pour l'instant, elle peut surtout raconter des histoires tristes, mais je pense que malgré tout, il faut un moment ou l'autre qu'on fasse circuler les politiques publiques pour accélérer les impacts des financements en matière de solutions de développement durable et de leur promotion. Merci, ce petit point. Merci. Alors juste, si je peux me permettre, Monica ou Elodie. Oui, bien sûr. J'ai retrouvé le chiffre dans mon article. C'est 85% le caractère lié de l'aide indienne. 85%. Et pour la chinoise, moi j'avais évalué durant ma thèse à peu près entre 75 et 85% aussi. Donc c'est un tout petit peu moins de... Mais effectivement, c'est beaucoup. Ça reste beaucoup. Et c'est évidemment fondamental dans le cadre des économies africaines. Et donc voilà, tout simplement. Alors, il nous reste encore 5 minutes pour aborder une ultime question, si l'un d'entre vous souhaite faire une remarque. Oui, moi j'aimerais poser aussi une question, peut-être à François, relativement à la réforme sur les franco-CFA. Et en fait, je voulais savoir si, comment dire, le contrôle monétaire en Afrique peut avoir un impact sur la valeur des financements chinois, ou alors quel est l'impact, est-ce qu'il peut avoir un impact ou pas, et qu'est-ce que tu en penses de manière générale de cette réforme, François? Merci beaucoup pour cette question. C'est vraiment une question très intéressante que celle de la perspective de l'évolution du franc CFA vers l'ECO pour l'Afrique de l'Ouest, pour l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je pense qu'actuellement, on est dans un processus de mise en place de ce nouveau concept, à l'initiative d'ailleurs du discours de Bamako du président de la République. Et je crois que c'est sans doute une question qui peut être examinée dans le cadre de ce processus. Je pense malgré tout qu'elle est relativement neutre par rapport à la relation avec l'Afrique. En tout cas, là, spontanément, dans le cadre des improvisations du débat, je ne vois pas de lien évident, pour autant que je puisse l'apprécier. Mais je suis heureux de cette question parce qu'elle me donne l'occasion d'apporter une petite précision encore de l'ordre du raffinement à ce que vient de préciser Xavier. Une chose est la part d'aide qui est liée et une autre est le taux de retour. Et donc, ma statistique était en termes de taux de retour, c'est-à-dire si on décide que l'aide est liée, eh bien, malgré tout, il y aura inévitablement des dépenses qui seront faites soit localement, soit dans d'autres pays. C'est ce qui explique que le taux de retour est encore éventuellement inférieur au taux de l'aide liée. Et donc, par rapport au taux de l'aide qui est lié, par rapport à une part d'aide liée, le taux de retour me paraissait très fort du côté de l'aide chinoise, alors qu'il est moins fort du côté d'autres bailleurs de fonds.
pour une raison qui tient par exemple au fait que d'autres bailleurs de fonds peuvent privilégier les dépenses sociales et la lutte contre la pauvreté, et que la lutte contre la pauvreté, ça se fait avec des personnels locaux, des dépenses locales, et donc c'est ce qui explique en partie que même du temps qu'on était liés, on pouvait avoir un taux inférieur. Merci. Merci François, merci beaucoup. Merci. Peut-être que M. Diatta veut rebondir très rapidement dans les 3 minutes qui nous restent sur cet investissement local, puisque c'était propre et ça me semble connexe à ces développements. En fait, moi, je ne suis pas un spécialiste des investissements locaux. J'apprends beaucoup de François, et également, hein, qui a une riche expérience sur ces questions de financement. Je ne suis pas également un spécialiste de la question des monnaies. C'est vrai que le lien entre la présence chinoise en Afrique et les capacités de retour et les taux de retour sont liés aux monnaies. Je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas des éléments d'appréciation, mais on sait que également la question de la monnaie est au cœur des relations actuelles entre la France et les pays africains. Mais cette décolonisation également sera matérialisée par le changement de monnaie qui constitue une des revendications des masses populaires. Elle est encore plus dans cet ordre-là que dans l'ordre politique. Merci, Monsieur Diatta. Je me tourne vers Monsieur le Président. Hein. Nous avons rempli notre mission et respecté avec une précision. En effet, je vous félicite pour cet exploit, parce que ce n'était pas évident du tout, vu la variété et l'importance des sujets. Donc, merci donc à notre animatrice pour la maîtrise de ces débats en visioconférence, qui est encore plus délicat. Merci aux intervenants là, qui ont également enrichi leur propre présentation. J'aurais juste ajouté un tout petit mot, mais qui ne va pas être très long, c'est que par rapport à la question de Chine-Afrique et aux relations générales de la Chine avec l'Afrique, il faut quand même considérer l'importance de la langue. Voyez, et le fait que les Français, les Chinois sont mis à apprendre largement le français, d'ailleurs à Wuhan, là où est le frère de Monica, justement. Il y a une grande université où la langue française est promue, avec évidemment le soutien de la France, et que cette approche de la langue est très lourde de conséquences. Voyez, et d'ailleurs, on peut faire le lien avec les suites, voyez, de la communauté franco-africaine des années 60 a débouché sur la création de l'Organisation internationale de la francophonie, qui est un autre développement non négligeable dans le contexte international actuel. J'ai également été très heureux qu'on évoque, grâce à Monica d'ailleurs, l'aspect du franc CFA et la création de nouvelles monnaies africaines, l'apparition aussi de l'Union européenne avec le rôle de l'euro, voyez, qui est aussi grandissant hein, donc, par rapport à l'Afrique. Voilà, donc c'était simplement les quelques petits commentaires supplémentaires et il ne me reste qu'à transmettre le flambeau à Monica, en quelque sorte, pour la conclusion générale de ces 2 journées, en rendant immédiatement la parole à la super organisatrice. Merci beaucoup, Monsieur Liver. Super. Bon, mais... Vision. Oui. Merci beaucoup à tout le monde pour cette matinée très passionnante. Merci beaucoup à tous les intervenants de cette journée. Comme hier, nous sommes restés dans la parole du coup. Je disais que comme hier, nous sommes restés dans une dynamique, dans une démarche, dans une approche pluridisciplinaire. On l'a vu davantage aussi matin avec la géographie, avec à nouveau l'histoire du droit, avec les sciences politiques. Ce que je souhaite aussi rappeler, c'est l'effet que nous intervenons de partout, de la France, de l'Afrique, notamment du Sénégal, de l'Iran, hein, je pense à Sonia. Je ne veux pas
prendre trop la parole parce que la conclusion générale sera tenue par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, M. Génie, que je remercie très sincèrement de sa présence, qui m'honore et qui honore ces journées. Monsieur Génie a également accepté d'être partenaire de ces journées. C'est un remerciement de plus. Et je tiens aussi à dire que j'ai commencé à fréquenter l'Académie des sciences d'outre-mer il y a déjà 2 ans, avec un colloque qui fut organisé autour de la gestion des lois avec l'Académie des sciences, avec l'Académie des lois, excusez-moi. Et de manière très régulière, je fréquente cette académie qui est très riche en termes des sujets qui sont abordés, des personnalités qui font part. Et du coup, encore une fois, je vous remercie très chaleureusement pour votre présence et surtout, je vous remercie d'avoir accepté de conclure cette journée et demie dédiée à De Gaulle et les décolonisations. Donc, Monsieur Génie, je vous donne la parole pour cela.